la gastronomie durable au menu des chefs. Alors, j'ai le plaisir d'avoir beaucoup de monde autour de moi. Je vais d'abord vous les présenter. Bien évidemment, notre parrain de Goût d'événement, Christian Tête-Doigt, le chef étoilé à Lyon. Pas n'importe quelle étoile, mesdames, messieurs, c'est l'étoile verte, qui est attribuée au restaurant de la sélection du guide Michelin pour les restaurants engagés pour une gastronomie éco-responsable. Voilà. Le col bleu, blanc, rouge du chef, c'est bien sûr qu'il est meilleur ouvrier de France. Obtenu en quelle année, chef ? 1996. Et vous êtes également président des maîtres cuisiniers de France. Et vous êtes venu avec votre chef exécutif, Christophe Carlier. Voilà, parce que c'est quand même lui qui, au quotidien, s'occupe de tout gérer, justement, et qui a mis en place tous les efforts qu'on a pu faire, à la fois en travaillant avec Jean-François sur le sourcing, et aussi donc, sur l'ensemble de l'évolution de la maison, sur le traitement des déchets, etc., dont on va parler après. Très bien. Alors, je finis le tour de table. On accueille Rachel Serre. Bonjour, madame. Vous êtes fondatrice de GEB Noud. On dit GEB Noud, peut-être. Gebnout. Gebnout. Oui, parce qu'alors, j'ai vu ça, hein, c'est le nom de deux dieux égyptiens. Un dieu, une déesse. Voilà, Geb, le dieu de la terre et des minéraux et des végétaux. Et Nout, déesse du ciel, des étoiles. Et du firmament. C'est le lien entre le haut et le bas qui est initié par notre place d'humain et une place prépondérante du végétal. Alors vous prenez un retour à l'équilibre par la formation, la production, la distribution de produits naturels en circuit court et vous œuvrez sur un site privilégié, naturel, à 1100 mètres d'altitude, à la Chaise-Dieu, une forêt endémique. Endémique, pardon, excusez-moi, c'est moi qui... non, endémique, je sais pas, j'invente des mots maintenant. Un lieu de lien et de vie, ça m'a beaucoup plu, on en parlera un peu plus tout à l'heure. On a Jean-François Tedesco, qui est là aussi avec nous. Alors, Jean-François, vous êtes fondateur, cofondateur, c'est vrai, ils sont deux. Mes producteurs, mes cuisiniers, c'est une plateforme, vous nous en parlerez un peu plus tout à l'heure. Voilà, l'autre fondateur, c'est Christian Blumer, c'est ça. Et puis, on a Élodie Le Templier, qui est avec nous également, qui est en charge de la communication du chef Tête-Doigt. Merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous pour cette conférence. Alors, chef, oui. Déjà, je crois qu'il s'impose d'expliquer qu'est-ce qu'une gastronomie durable. Eh bien, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit d'être exemplaire sur... toute la chaîne de son travail. Donc ça va, comme je vous disais tout à l'heure, du sourcing, donc les achats, et après donc sur la façon de cuisiner, donc tout utiliser, le produit au maximum. Et ensuite, s'il reste quand même quelques déchets, eh bien on s'en occupe aussi et on les emmène dans un lieu de compostage. Donc nous on travaille avec les alchimistes. Pour qu'eux, ils les transforment ou en méthane ou en compost. Alors, est-ce que c'est compliqué d'instituer une démarche de gastronomie durable dans un restaurant comme le vôtre? C'est compliqué parce que les jeunes, souvent, n'apprennent pas ça à l'école, donc il faut les sensibiliser, il faut beaucoup répéter. Je crois que le chef ne va pas me contredire. C'est un travail de chaque jour, même si ils sont convaincus. Le bon geste au quotidien, à toutes les heures de la journée, c'est pas toujours simple à obtenir. Mais bon, avec le temps, on y arrive. Là, ça fait quand même quelques années maintenant, donc ça commence à rentrer dans les têtes. Mais il faut rester vigilant parce qu'ils ont des capacités à retrouver leurs mauvaises habitudes assez rapides. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce virage? Je crois qu'il y a 7 ans déjà, maintenant. Oui, alors il y a plusieurs facteurs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'inauguration, quand on est père et grand-père, c'est vrai que c'est plutôt l'arrivée de mes petits-enfants je me suis regardé dans la glace, j'ai dit, bon, il faudra peut-être que tu te mettes à faire quelque chose d'un peu plus sérieux, parce que quel monde on va leur laisser à ces enfants? Voilà. Alors aujourd'hui, on a 15 000 restaurants recommandés dans le monde par le guide Michelin. On en compte seulement 350 étoiles vertes au niveau mondial et seulement 82 en France. Alors, vous, Christian, qui êtes un passionné, déterminé dans cette gastronomie durable, comment faire évoluer le comportement des chefs? Comment on va les convaincre, ces chefs, de passer maintenant à une gastronomie durable? Je crois que c'est le client qui va avoir le dernier mot, parce que les gens, aujourd'hui, quand même, dans leur grande majorité, sont très sensibles
aux efforts de certains chefs. Et donc, les autres, ils vont finir par plus avoir le choix, ils vont y aller. Ça prendra du temps, mais ils vont y aller. Et alors, ils peuvent être aidés. Vous m'avez dit vous-même que vous avez été aidé pour passer à cette gastronomie durable, notamment au niveau du sourcing des produits. Et c'est là que vous intervenez, vous, monsieur, avec cette plateforme Mes producteurs, mes cuisiniers. Expliquez-nous comment ça se passe, comment ça marche. Alors déjà, pour avoir une cuisine durable, il faut une agriculture durable. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et ça, c'est important de souligner aussi, puisque la durabilité, selon les personnes, peut être axée qu'au niveau économique, ce qui fait qu'on n'a pas d'agriculture durable derrière. Elle est durable économiquement, mais elle n'est pas durable au niveau agriculture. Donc il a fallu appréhender le sujet sur les 3 piliers du développement durable, qui sont l'environnement, le social et l'économique. Et quand on a créé Mes producteurs, mes cuisiniers, on a voulu appréhender le sujet de la graine à la fourchette, parce que si on travaille sur le développement durable, il faut appréhender le sujet d'une manière systémique. C'est un peu le mot à la mode, mais on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, si on prend qu'un petit bout de la lorgnette, ça ne marchera pas. Et donc, la plateforme dont vous parlez, qu'on a créée, est, on va dire, le haut de l'iceberg, mais on travaille vraiment de la graine, donc notamment avec le CRBA, le Centre de ressources de botanique appliquée. On travaille sur la durabilité, donc c'est des graines non manipulées par l'homme, des graines généralement anciennes, on peut dire, qui demandent à être réintroduites au niveau culture, parce qu'elles apportent à la fois une résilience au niveau climatique, ce qui est important par rapport à des graines figées génétiquement. Et puis elles amènent aussi des éléments nutritifs et des éléments gustatifs, ce qu'on appelle organoleptiques en général aussi. Et c'est tout un travail de réintroduire la variété, de la refaire cultiver et trouver des débouchés pour les chefs et pour les producteurs surtout. Et donc on fait connaître, on fait se rencontrer les chefs et les producteurs. Donc mes producteurs, mes cuisiniers, on m'a dit une fois que c'est un peu le Tinder. Donc c'est le Tinder de l'alimentation durable. Moi, ça me plaît, ça c'est pas mal. Parce qu'il faut savoir que les chefs et les producteurs ont du mal à se rencontrer aussi. Ils font pas 35 heures par semaine, ils le font par jour en général, en exagérant un peu, mais ils travaillent beaucoup. Et lorsque les chefs sont disponibles, les producteurs ne le sont pas. Et lorsque les producteurs le sont, les chefs ne le sont pas. Donc il faut trouver un moyen, et on est un peu l'entremetteur, entre guillemets, de ces rencontres-là. D'ailleurs, chef, vous m'avez confié que vous rencontriez, vous, vos producteurs, une fois par an. Oui, ça a eu lieu il y a 2 semaines, effectivement. On a réuni tous nos producteurs et éleveurs au restaurant. Donc c'est toujours un moment d'échange très intéressant, et en plus avec beaucoup de convivialité. Mais c'est vrai que c'est bien d'abord qu'ils se rencontrent entre eux, et puis surtout avec nous aussi, parce qu'on n'identifie pas les uns et les autres, que ce soit eux ou nous, toujours les problématiques de l'autre. Et c'est bien sûr de la discussion que naissent les solutions. Alors vous aussi, Rachel, vous fournissez des chefs. Alors moi, je ne fournis pas grand-chose. Vous produisez? Non plus. Non plus. Si, quand même, un peu. Alors, je vais être embêtante. Mais ça, vous allez le découvrir. Allez, c'est pas grave, moi j'adore les gens embêtants. Non, parce qu'on a dégusté tout à l'heure du sumac, c'est ça? Oui, de la poudre de sumac. On m'a dit que ça venait de chez vous. Oui, ça vient de chez nous. Voilà. Vous produisez c'est juste quand même un petit clin d'œil, en fait, que le travail qui est fait sur ce lieu-là est en premier lieu un travail d'observation et de partenariat, je dirais, avec le grand tout qui est la nature et donc le végétal. Donc c'est un petit jeu de mots, mais nous ne nous sentons pas producteurs dans le sens étymologique du terme. Je comprends. Mais nous sommes beaucoup plus des passeurs d'observation, de sensations, de goût, de saveurs, de mise en culture, mais dans un milieu sauvage, c'est-à-dire le b.a.-ba, en tout cas, de ces ponts qu'on doit se faire, qui devraient se faire depuis longtemps, c'est comment... dans une agriculture dite durable qui reste invasive sur le plan de cette planète. Comment on arrive à matcher, j'ai envie de dire, à trouver des points d'équilibre et d'harmonie, à préserver des espaces sauvages, parce que le sauvage non cultivé sur un plan alimentaire est une ressource absolument extraordinaire. Sur un plan organoleptique, entre un pissenlit cultivé en maraîchage bio et un pissenlit sauvage, même gustativement, preuve faite, on voit totalement directement l'enjeu et la différence. On peut tout à fait ressentir les processus nutritifs qui vont être différents.
Donc on va dire que le travail qu'on fait s'appuie sur de l'observation, enfin de la curiosité, de l'observation et de la mise en œuvre. D'accord. Et donc, vous faites de la formation. On fait des formations, bien sûr. Là, on travaille maintenant depuis 1 an avec la Maison Tendois sur une gastronomie de demain qui prend donc en compte des thématiques fortes sur lesquelles on travaille avec le chef Carlier en direct et avec ses équipes, donc en pâtisserie, les personnes qui sont aussi en salle. Et on travaille sur 3 thématiques, l'introduction et la notion de couleur, qui n'est pas juste du décor, mais qui est... Enfin, le végétal est quand même capable de choper des minéraux, de choper des photons de lumière et de faire des fleurs. Voilà. Donc c'est pas juste du décor, ça a un sens au niveau nutritif très très fort. La notion de l'introduction du sauvage, qui est un top niveau quand même en gastronomie, me semble-t-il, et cette notion de santé. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire être en état de santé de manière globale, parce que quand on est devant une assiette, en fait, on est en lien avec la planète, mais chez concrètement, entre la vie du sol jusqu'à notre biotope intestinal. Voilà. Donc cet état de santé, il est très en une idée de papillon, je veux dire de regard, entre l'agriculture et la santé, qui est la fin de chaîne humaine, en fait, quoi. Justement, chef Carlier, là tout à l'heure, vous nous avez présenté avec le chef Tendois donc une recette de panais. Et au moment, je vous ai vu prendre de la poudre de sumac, vous avez saupoudré la préparation, et vous m'avez dit, j'introduis du sauvage. C'est quoi cette démarche? Expliquez-nous un peu comment votre démarche, vous, de cuisinier, par rapport à ça. C'est le petit diamant qu'on met sur ce qu'on a préparé. C'est la touche de sauvage que Rachel nous enseigne toutes les semaines avec Loris, qui est mon chef adjoint. On est tout le temps en train de repenser les choses, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse apporter de la plus-value qui vient directement des entrailles de la terre et qu'on puisse montrer aux gens à quel point ça peut être beau, bon et bénéfique de manger ce genre de bénéfices, quoi, de choses, quoi. Oui, parce qu'il y a une plus-value gustative, certes, nette même. Oui. Hein. Et par exemple, ce sumac, expliquez-nous ce que c'est exactement. Mais en fait, c'est moi. Allez, pour Rachel. On va voir si la formation a été bien comprise. Allons-y. C'est une fleur qui est mise à sécher, enfin qui sort d'un arbre, enfin qui est récoltée, qui est ensuite mise à sécher et qu'après on mixe et voilà, tout simplement. Et elle est laissée à l'ombre dans un endroit très très comment on peut dire, ventilé, merci, et pour qu'elle garde toutes ses capacités et toutes ses qualités organoleptiques. Oui, Rachel, vous vouliez compléter? Le sumac, on l'appelle aussi le vinaigrier. Donc en fait, c'est une fleur un petit peu comme un cône qui a des pigments très forts. Et on sait que dans le règne végétal, tout ce qui a des connotations très fortes au niveau pigments, notamment tous les rouges et jusqu'au noir. On connaît tous un peu les baies de sureau, par exemple, ou les myrtilles. En fait, il y a des anthocyanines qui sont des antioxydants très, très, très forts. Donc c'est une protection au niveau de vos membranes cellulaires. Qui vont dégager, je fais simple, des radicaux libres. Voilà. Donc en fait, plus cette notion de couleur va être introduite en visuel, puisque c'est nos yeux qui mangent en premier. Je veux dire, on est attiré par, ou même quand vous vous baladez dans un jardin, généralement c'est les couleurs des fleurs qui vont vous attirer. Donc la couleur est un aliment fort, voilà, qui va emmener votre bouche. Je veux dire, c'est vos yeux qui emmènent vers votre bouche tout le temps. C'est vrai qu'on l'a vu aussi tout à l'heure lors de votre démonstration, chef. On a amené de l'huile de poireau, un joli vert presque fluo finalement. Ça a apporté une jolie touche de couleur au panais qui est blanc. C'est quelque chose, lorsque vous créez un plat, qui est vraiment important pour vous? Oui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont assisté à la petite dégustation et à la démonstration culinaire, les plats, on les dessine d'abord, on y pense, on fait des essais bien sûr, et on réfléchit à la mise en scène de plus en plus, notamment avec Rachel. Pourquoi? Parce que vraiment, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de faire passer des messages à nos clients. Il n'y a pas que chez nous, on fait de la bonne cuisine, il y a plein de bons chefs. Nous, on veut aller plus loin, on veut leur apporter une expérience unique et faire comprendre aux gens que manger est un acte personnel très fort, très intime, et que on doit manger en conscience pour se faire du bien. C'est pas de se remplir le ventre. Parlez bien près du micro. C'est pas de se remplir le ventre et de
d'être contente parce qu'on on a bien mangé, c'est de manger en conscience avec cette idée que on mange juste ce dont on a besoin, mais des aliments forts en nutriments qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour passer une très bonne journée et avoir une belle vie. C'est difficile, Monsieur Tedesco, de convaincre des chefs dans cette démarche-là? Il y a déjà une sensibilité des chefs. Donc, pour ceux qui sont déjà sensibles, on va dire c'est un peu facile. Après, je vous parlais précédemment de la durabilité économique et du prix. C'est pas négligeable non plus de vouloir faire du durable, parce qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui favorise l'agriculture conventionnelle. On était à qui veille au grain, il y avait à la Cité de la Gastronomie, on avait un intervenant qui disait que si on enlevait toutes les aides et si on intégrait les coûts connexes, c'est-à-dire les coûts de la maladie, etc., générés par une certaine agriculture, l'exemple de la salade, moi j'aimerais bien voir le détail des chiffres, mais ça m'a choqué, je veux dire, c'est pas négligeable. Si on prend une salade bio, c'est entre 1 et 2 euros, et une salade conventionnelle, donc si on intègre tous ces coûts-là, si on enlève toutes les aides de l'Europe, etc., on revenait à un prix à 17 euros la salade. Moi je suis tombé des nues, mais ça montre bien que la notion de coût, elle est compliquée aujourd'hui, parce qu'on a une agriculture qui est subventionnée, aidée, ce qui fait qu'en final, le restaurant doit avoir aussi des prix accessibles pour le plus grand nombre. Le chef Tedesco a mis dans son bistrot un menu mes producteurs, mes cuisiniers. Donc c'est un vrai choix de dire, voilà, on peut faire une entrée, un plat, un dessert local à un prix tout à fait accessible. Mais c'est pas évident à le faire, c'est sûr. Et après, il faut penser la viabilité économique du monde paysan aussi. Donc, alors justement, ça m'a beaucoup intéressé votre plateforme, parce que les agriculteurs qui adhèrent à votre plateforme, vous leur demandez un abonnement en conscience. Tout à fait. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, cet abonnement en conscience? Alors, on a fait un état des lieux. Alors, on entend de partout, c'est terrible, les fermes disparaissent, etc. Mais on ne creuse pas un peu pourquoi. Je veux dire, si vous travaillez, comme on disait tout à l'heure, plus de 35 heures par jour, mais qu'en fin de mois, il vous reste que 50 € et que vous êtes squeezé par ceux qui se prennent des commissions sur votre dos, parce qu'on veut atteindre un prix vendable, entre guillemets, c'est-à-dire que tout le monde se prend de la commission sur le dos du producteur. En final, le producteur peut plus en vivre. Donc on s'est dit, ce modèle-là, il faut innover aussi dans le modèle économique. Comme ils ont une difficulté économique de vivre, eh ben on a dit, on va s'imposer à nous-mêmes un système qui fait que ça sera l'abonnement conscient. Donc on leur offre un ensemble d'outils sur la plateforme et ils donnent ce qu'ils peuvent en fonction de ce qu'ils estiment donner en fonction du service qu'ils ont. Donc c'est pas évident, parce qu'on est allé voir la BPI, plein de monde, et innover économiquement, je peux vous dire qu'en France, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça correspond aux besoins des producteurs. Quand on vous répond, vous rentrez dans aucune case. C'est agréable, hein, parce que oui. On est là pour essayer de faire bouger les choses et on vous dit non, vous rentrez dans aucune case. Donc c'est pas possible, d'accord. C'est pas évident. Après, on est content parce qu'on crée des relations avec des associations de paysans, on travaille avec l'ADA très, très fortement. Ils ont besoin de ces outils-là et le modèle économique leur convient. Après, oui, nous, on souffre, entre guillemets, parce qu'il faut arriver à s'en sortir économiquement, mais on part du principe que si on est sérieux, si on fait notre travail correctement, si on a tout un écosystème, c'est pour ça que je parlais d'écosystème avec des chefs qui jouent le jeu, des producteurs qui sont impliqués, recréer ce lien, c'est aussi enlever des intermédiaires, donc c'est avoir une redistribution de la valeur beaucoup plus juste, et permettre en final aux producteurs de s'en sortir. Parce que si on continue comme ça, au lieu d'avoir la carotte à 20 km de Lyon, on va l'avoir à 100 km. Et ça coûtera avec la logistique. Donc il faut vraiment appréhender le sujet, à la fois logistique, survie économique, etc. Oui, parce que vous, chef, vous travaillez qu'en circuit court. Vous me disiez l'autre jour, le produit le plus loin, il est à 60 km, c'est ça? Voilà. C'est peut-être un tout petit peu plus. Hein, Florence, elle est à combien? Oui, elle est un peu plus de Florence. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Florence? Alors Florence, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est un modèle aussi au niveau élevage. Elle fait de l'élevage de la charolaise du pays de Charolles. Ouais. C'est intéressant de savoir ça. Et ils sont en autonomie alimentaire. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'avec les problèmes qu'on a aujourd'hui de coût de l'alimentation pour l'élevage, eux, comme ils sont en autonomie alimentaire, ils n'ont pas rajouté 50% sur le coût de l'alimentation. Et dernièrement, elle me disait qu'il y a même l'expert comptable qui l'avait appelé en disant « Vous avez oublié la ligne alimentation pour les bêtes, parce que tous vos collègues se font exploser au niveau du coût, et pas vous. » Elle dit « non, parce que nous, on a travaillé sur l'auto-alimentation sur nos terres, ce qui fait qu'ils maîtrisent leurs coûts, ce qui fait qu'on a une viande de qualité
en allant comme ça, qui redevient accessible par rapport à l'agriculture conventionnelle qui dépend d'un ensemble de fournisseurs. Ça prouve bien que quand on fait du local, ça fonctionne, quoi. Et quand on cherche à avoir de l'autonomie, vraiment, il faut qu'on incite aussi nos producteurs. C'est pour ça que nous, tous, consommateurs, on doit soutenir cette filière En circuit court. en circuit court, au plus proche de chez nous, parce que c'est l'avenir de nos enfants, hein, c'est clair. Il faut le faire savoir aussi. C'est-à-dire que nous, on pointe du doigt les restaurants qui travaillent comme ça. Eh bien justement, tiens, en parlant de faire savoir, Élodie, vous vous occupez de la communication de plusieurs chefs. Est-ce que c'est un atout aujourd'hui, là, ce consommer local vis-à-vis du consommateur? C'est quelque chose que vous utilisez dans votre communication? Alors oui, c'est un atout parce qu'en effet, les clients, les convives le demandent. C'est aujourd'hui un critère de choix très important. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de se nourrir, c'est quelque chose d'intime, c'est un acte intime. Et on peut dire qu'on vote plusieurs fois par jour en mangeant, en choisissant le lieu où on va aller manger. Donc c'est une demande de plus en plus forte des convives. Ça, c'est le premier point, je dirais, de pouvoir répondre à cette demande. Et le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de chefs qui ont aujourd'hui des bonnes pratiques, des initiatives. Et c'est important de les faire savoir comme on le fait aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est que quand on va manger dans un restaurant, notamment un restaurant gastronomique, on se pose, c'est un moment complet, on va découvrir un plat, on va faire appel à toutes ces sensations et on va prendre conscience en tant que mangeur de la variété des saveurs, de la variété des goûts. Et c'est une manière de nous initier en tant que clients. Et après, chacun d'entre nous, on repart avec ce petit message et on va le diffuser autour de nous. Donc oui, c'est essentiel. Et je dirais que ma petite pierre à l'édifice, c'est justement de pouvoir insister là-dessus, le partager, mettre des mots et ensuite pouvoir le diffuser le plus largement possible. L'enjeu aujourd'hui, c'est chacun à son échelle de faire à son niveau. Déjà en sentant les choses et ensuite en partageant autour de nous ce qu'on a pu faire. Et voilà, tout ce qui est là aujourd'hui. Comment on passe le message alors? Par des choses très concrètes. Comme on peut le faire aujourd'hui, on dit voilà, nous, comment on agit concrètement? Eh bien, on retraite les déchets on travaille avec telle entreprise. On travaille sur les producteurs locaux avec tel producteur. On partage aussi les bonnes astuces, les bonnes pratiques. On est dans la transparence. On est dans la transparence et puis surtout avec les réseaux sociaux, on peut donner accès à toutes ces coulisses, à tous les convives. On peut montrer les producteurs, on peut montrer comment on cuisine, on peut montrer la formation, les mots qu'on utilise. Tout ça, on peut les partager. C'est une chance et c'est une chance de pouvoir le faire. Eh bien, moi, j'aimerais bien qu'on se glisse en coulisses, justement. Oui, manière de travailler, il y a quand même un point qui est quand même essentiel. C'est la perte. La perte, ça fait partie, c'est une partie très importante de notre métier. Avec les charges qui sont de plus importantes, on est obligé de faire de plus en plus attention à tout ça. Bien sûr. Quand on travaille un poisson, avant on avait 50% de marchandises, de l'élément, du poisson, qui partait à la poubelle. Notre objectif maintenant, c'est de se dire, le poisson il fait 100, on a fait déjà 50, il faut qu'on arrive à 60, 70, 80, voire un peu plus dans la consommation. Et il y a des parties du poisson ou même je sais pas moi, de la viande ou de je ne sais quoi, qui étaient mises à la poubelle et qui peuvent très bien être consommées. La peau, on peut la manger. Les arêtes, on peut les manger. Les entrailles, pour certaines, on peut les consommer aussi. Ne dites pas que les arêtes, on peut les manger. Si. Ah, mais racontez-moi, parce que moi, l'arête, je l'évite parce que j'ai peur qu'elle se pique dans ma gorge. Eh oui, mais une arête très bien cuite dans du beurre noisette qu'on pile petit à petit et après on mixe, on arrive à faire une pâte avec un goût de poisson comme vous n'avez jamais vu, jamais. Génial. On trouve ça chez vous, chef, à la carte? Oh, je vais venir Oui, goûter et les puis, arêtes. on peut aussi les faire, plus simplement pour les gens qui nous écoutent, frire. Vous mettez une arête bien nettoyée à frire et vous la mangez comme une chips. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Ah oui, et ça ne pique pas la gorge. À l'apéritif. À l'apéritif. La peau de la truite à l'heure actuelle, on Oui. est en train de la travailler. Et quand on la fait rissoler correctement, elle a un goût de grenouille. C'est fabuleux. Et alors, j'ai même entendu, chef, que vous parliez de peau de poisson qui partait en maroquinerie. Oui. Donc ça, effectivement, parce qu'on passe quand même pas mal de poissons, mine de rien. Donc on les met au congélateur et après elles sont récupérées. Et Ah ouais, rien ne se perd. l'entreprise qui fait ça, donc est à Lyon d'ailleurs, hein, ils tannent les peaux de poisson pour faire des petits porte-monnaies, Alors justement, des porte-cartes. on ouvre 2 minutes la parenthèse sur les déchets parce qu'en effet, donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui récupèrent les déchets alimentaires des restaurants.
vous nous, on travaillez travaille avec avec les les alchimistes, qui oui. sont d'ailleurs présents Ils sont aujourd'hui. présents sur le salon. Voilà. Et donc, on a un espace réfrigéré où on met nos poubelles en général et particulièrement les déchets organiques qu'on récupère. Et donc, ils passent 2 fois par semaine pour récupérer nos déchets organiques pour faire du méthane ou du compost. Ça dépend ce qu'on choisit. Parce que forcément, il y a quand même derrière un coût. Donc, pour l'instant, on a choisi le méthane parce que ça coûtait moins cher que de faire le compost. Mais parce qu'effectivement, tous ces sujets-là, c'est tout le retraitement, enfin tout le stockage qu'on fait des cartons, des cajots et qu'on fait récupérer par les entreprises, à chaque fois qu'on fait venir quelqu'un, il faut les rémunérer. Donc, Bien sûr, bien sûr. c'est un coût important à l'année. On approche les 100 000 euros de coûts supplémentaires pour avoir des pratiques exemplaires. Oui, vous vouliez Il faut faire les rajouter? choses correctement. Il faut être partisan du bien faire. Il faut que finalement les choses mal faites coûtent plus cher et pas l'inverse. Et la facilité, c'est pas au final de prendre quelque chose, de le mettre directement dans n'importe quelle poubelle, c'est de réfléchir un petit peu. On a réussi à en arriver là où on en est en 100 ans à peu près. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à revenir légèrement en arrière et de repenser comme faisaient les anciens avec leur bon sens? Est-ce qu'on peut parler un petit peu maintenant d'un projet qu'on a avec Rachel? Avec plaisir. Allez, Rachel. Rachel. Alors, c'est quel... Allez, prenez le micro. Alors, quel est ce projet? Alors, on a plein de projets. Je regarde Christian désespéré parce qu'on a plein de projets. On en Alors, a plusieurs. Alors, lequel vous Celui vouliez? où je Lequel suis tu plus, veux plus directement concerné. Le livre, Alors, le livre. Non, Et c'est puis peut-être après, pas les celui-là. jardins, Oui. l'avancement sur le travail qu'on fait avec les chefs. Oui. Non, mais je parlais du laboratoire chez toi. Ah, création d'un laboratoire? Oui, voilà, exactement. Donc en fait, juste pour remettre une petite compréhension, donc je suis un électron libre. Je ne me suis pas rattachée à rien de spécial à part cette envie tellement monumentale de mettre de la relation et du sens dans les choses sur l'agriculture, l'alimentation et la santé. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre va pas sans l'un. Je veux dire, tout est totalement intriqué. Donc ça fait un peu plus de 30 ans que j'essaye de comprendre un petit peu les enjeux humains qui sont liés à ces 3 thématiques, avec des gros dérapages dans lesquels on est et qui ont des conséquences qui sont fortes. Et il me semble que de manière générale dans la vie, les relations sont d'abord des relations humaines qui vont nous mener grandement loin, souvent. Et donc c'est à force d'essayer de comprendre, puisqu'on a quand même le travail qu'on fait est sur une 15aine d'hectares de forêts endémiques, c'est-à-dire endémique, ça veut dire forêt sauvage, Sauvage, naturel, qui sont installées, où on a inclus donc des jardins différents avec des techniques, c'est pas un mot que j'aime bien, mais des approches différentes pour comprendre cette histoire de vie du sol, d'autonomie du végétal qui est implanté dans un sol qui est cultivé puisqu'on intervient, puisqu'on est là, de trouver cette espèce d'équilibre, de balance, etc. Et donc, en fait, si on s'attarde un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est la vie du sol, on s'aperçoit que sur 1 mètre carré, entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, en fait, c'est un partenariat de fou où tout fonctionne en adéquation avec ce qui est à côté de lui. Voilà. Nous, l'humain, on a un peu du mal, je veux dire, à se mettre ensemble et à avoir un objectif précis et à être constructif et constructeur de ce demain. Voilà. Allez-y, chef. Et je disais, on a plutôt tendance à tout bousculer et à s'imposer partout où on arrive, y compris dans la nature. Alors, Voilà. c'est un laboratoire de recherche, du coup. Alors, on y vient. C'est un cheminement. Donc, en fait, le travail qui a été mené et en agriculture, c'est-à-dire qu'on est tous les jours dans les jardins, avec de la multiplication de variétés anciennes. Il y a eu plus de 250 variétés de blé qui ont été semées, qui venaient du monde entier. Là, on travaille par exemple avec on travaille le sorgho depuis 3 ans. Donc, on fait du pain, on fait des biscuits à base de sorgho. Enfin, voilà. Je veux dire, on travaille des plantes qui sont dites exogènes, sachant que les tomates que vous mangez sont exogènes parce qu'elles sont originaires d'Amérique du Sud. Et donc, en fait, à un moment donné, on se rend compte que le demain qui est maintenant là ne va pouvoir exister que dans la mise en relation de différences que le sol, ce que le végétal nous montre. Et donc, l'humain doit aller vers ça. Donc, en fait, il y a un gros projet
là où on est à la Chaise-Dieu, sur la création ce qu'on pourrait dire une résidence de chef, comme on aurait des résidences d'artistes, pour avoir des espaces, on va dire, de grande liberté, de créativité, mais dans un contexte très particulier, qui est le contexte que vous imaginez, 15 hectares, avec des jardins multiples, variés, une grande biodiversité de végétaux. En prise directe avec la nature. Exactement. Et où donc l'idée, c'est de faire rencontrer soit des personnes qui sont pêcheurs, qui sont agriculteurs, avec des chefs, de les coller dans un espace pendant un temps donné, et de voir de ces rencontres qu'on n'aurait pas supposées, de ce que ça peut générer. Parce que là, encore une fois, chacun va repartir dans le monde agricole et dans le monde de la gastronomie, riche de cet échange, de ces façons de se rencontrer pour le restituer. Donc c'est un processus d'essaimage. Voilà, donc on est en train donc, de développer ce projet à la Chaise-Dieu, qui est un très gros projet où il y aura un restaurant gastronomique, et donc un laboratoire de recherche, mais qui sera aussi ouvert au public et qui sera, pour moi, de mon point de vue, je suis désolée d'aller contre ce qu'on dit beaucoup, mais plus sur un plan international, parce qu'on est tous ensemble sur la même planète et les enjeux, on le sait, le changement climatique n'est pas réservé à un continent plus qu'un autre. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un vrai bonheur, je veux le dire quand même parce que c'est chouette, de travailler avec Christian, qui est un homme tout à fait génial, d'une humanité incontrôlable. C'est génial de travailler avec les chefs en cuisine parce que je les embête beaucoup. Je leur amène des trucs qu'ils ne connaissent pas, des trucs qui font « ah, c'est pas bon » et puis ça devient génial au bout de 15 jours. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment riche, très riche. Et moi, je vois en tellement peu de temps, comme ça devient très personnel. Mon sujet, c'est qu'on est tous sur cette planète pour redonner quelque chose au monde qui nous est particulier. Voilà. Et vous sentez qu'il y a une vraie sensibilisation du coup des chefs? Ah oui. Ouais, il y a vraiment. Ah ben c'est trop génial. Ce matin, on a goûté formidable. du lierre terrestre entre la tête de Loris, de Christophe et d'Arthur. Ben, il se passe des choses. Et quand les gens vont pouvoir, d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, que ça passe dans les menus, je veux dire, eux, ils seront riches de pouvoir en parler parce qu'ils seront à l'origine de tout ça. Et est-ce que votre personnel en salle est capable d'expliquer tout ça? Parce que c'est Bah, intéressant. Il faut faire de la pédagogie, oui. Rachel les rencontre et elle les forme. Ah oui, très bien. Et c'est très important parce qu'effectivement, tout le travail qui est réalisé en cuisine par Chef Carlier et son équipe, il faut qu'il apparaisse aussi. Ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'idée que moi je me fais, qui ne suis pas du tout de ce monde-là, d'un restaurant gastronomique, c'est un point d'achoppement de toutes ces thématiques que je travaille, c'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation, la santé. Donc ils ont un rôle prédominant de leader, de mon point de vue, et d'initiateur de façon d'appréhender le monde de demain. Alors, mesdames, messieurs, la parole maintenant va être donnée au public. On est là pour échanger. Je crois que quelqu'un va faire passer un micro. Elle est là, voilà, l'hôtesse est là. Alors, n'hésitez pas, on a autour de la table des gens qui peuvent répondre à toutes vos questions, même les plus indiscrètes, allez, on va dire. Mademoiselle est là. Alors, en attendant, qui se lance? Est-ce qu'on a quelqu'un? Ah, il y a aussi un jeune homme qui a un micro. Formidable. On a 2 micros pour vous. Qui a envie de prendre la parole? Poser une question. Oui, on peut avoir aussi un témoignage. Oui, alors on a une dame là, juste en face, mademoiselle. Merci, madame, de vous présenter avant de prendre la parole. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Rachel grâce à Good l'année dernière. Formidable. Où une dame est venue me voir à la fin de la conférence que j'avais faite et qui m'a dit « Vous devriez rencontrer Rachel Serre ». Et voilà. Et de cette rencontre... Ah, c'était pas une dame, c'était un monsieur. Et de cette rencontre est née une belle collaboration. Alors, madame, vous avez la parole. Ah, il faut peut-être allumer le micro. Ce serait peut-être pas mal. Voilà. Hop. Pas mieux. Voilà, le chef va faire passer le micro, on passe les plats, les micros, tout ici. Les idées, formidable. Donc, je m'appelle Florence Martyrossian, je suis membre du GNI, c'est un syndicat de restaurateurs et hôteliers. Et également, je suis fondatrice de l'association Lyon Bioressources. Et on a une problématique avec les restaurateurs. Donc, Monsieur Tête-Doigt, j'aimerais beaucoup vous entendre
là-dessus pour s'approvisionner en local et en bio. Alors, moi, je le fais parce que j'ai une table d'hôtes, c'est un petit établissement que j'ai. En revanche, beaucoup de restaurateurs qui font partie de notre syndicat nous disent que malheureusement, ils n'arrivent pas. Oui, mais je connais bien les producteurs. La réponse, elle est là. Mais C'est vrai qu'on n'y serait jamais arrivé si Jean-François n'était pas venu à notre rencontre, parce qu'effectivement, un restaurant comme le nôtre, il est important. En plus, nous, on en a 3 dans un même lieu, donc on passe quand même un certain volume de légumes, entre autres, mais aussi de différents aliments. Et donc, l'avantage de la plateforme, c'est que vous pouvez dire que vous avez besoin de 40 kilos de carottes, je dis un exemple basique, hein. Et ben, il y a un producteur qui va dire moi j'en ai 20, moi j'en ai 10, moi j'en ai 5, et puis voilà, on arrive à faire notre commande. Oui, c'est une superbe initiative. Il y en a quelques autres, puisque je connais des traiteurs qui s'approvisionnent aussi en bio et en local. Mais si les 4000 restaurants de la métropole de Lyon devaient s'approvisionner en bio et en local, je doute quand même qu'il y ait les filières suffisantes c'est clair, de production. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut les soutenir, les filières existantes. Combien de producteurs vous avez identifiés sur la plateforme ? Créer des vocations, et je crois que le travail de la métropole sur ce point est assez exemplaire, parce qu'ils portent quand même beaucoup de projets, ils aident beaucoup de jeunes à revenir à la terre. Oui. Donc je pense que là, pour le coup, on peut saluer les efforts qui sont faits. Allez-y, monsieur Tétesco. Oui, et puis Rome, c'est pas fait en un jour non plus. C'est bien de vouloir consommer bio, mais il y a plein de sujets à appréhender, notamment la logistique. On peut avoir un producteur qui est à 10 km de Lyon, mais qui a un problème de logistique. Et donc, je vous parlais des producteurs mais cuisiniers sur la plateforme qu'on voit, mais on a tout un travail sur la logistique aussi. On fait la logistique mutualisée. Quand le chef disait qu'il y a tel producteur qui a 20 kg de carottes, l'autre qui en a 5, on les fait collaborer aussi. Et après, on travaille aussi sur la logistique décarbonée. Donc, manger bio, c'est sympa, mais il faut penser, encore une fois, à tout l'écosystème. Et si on n'a pas une logistique efficace, le circuit court, il ne peut pas perdurer, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment appréhender tout le sujet de la graine, déjà, parce que si vous faites du bio, il y a des coûts. Dans les bio, il y en a qui ne veulent pas de F1, on ne va pas rentrer dans les sujets, il y en a qui veulent que des graines reproductibles. Donc, il y a des niveaux dans bio aussi. Donc, ce n'est pas évident. Et je ne pense pas que du jour au lendemain, on va voir tous les restaurants qui vont faire bio. Il y en a qui ne le feront jamais, de toute manière, parce qu'il y en a, comme je vous disais tout à l'heure, la durabilité, elle est axée sur l'aspect économique. Et le modèle tel il est construit aujourd'hui dans notre société, c'est sur le coût. Et sur le coût, je vous ai parlé des aides européennes, etc., ça ne favorise pas le bio. Donc, automatiquement, ceux qui sont que sur l'aspect économique ne viendront jamais dans le bio, pour des raisons de marge. Voilà. Donc après, si vous intégrez les coûts santé maintenant dans l'alimentation, si un jour on intègre les coûts de la santé que génère une alimentation mauvaise, peut-être que le coût changera, que le bio sera pas cher. Après, avec les problèmes énergétiques qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que le bio commence à être accessible aussi. Donc ça ne va pas se faire en 10 minutes. Ça fait un petit moment qu'on bosse sur le sujet déjà. Pardon ? Il faut déjà qu'il y ait une amorce qui se fasse. On se dit cette année, on va démarrer avec 10% de produits bio. On travaille après, comme on a fait comme on fait tous les ans avec les producteurs, et puis petit à petit, on grappille, et on l'a jamais fait en une seule année. Nous, c'était pas possible. On est venu petit à petit à arriver au pourcentage qu'on a, mais en un an, c'est pas possible. Il faut vraiment discuter avec tous ces fournisseurs, les producteurs et les éleveurs, pour faire en sorte que ça évolue et qu'eux, ils sachent dans quel sens aller. Ils ne vont pas produire 200 vaches de plus s'ils n'ont pas de débouchés. Ça va leur coûter de l'argent, ils ne vont pas savoir qu'en faire, et c'est peine perdue. Il faut démarrer avec eux tranquillement, discuter, mettre le lien humain dont on parlait tout à l'heure, et après, ça va se lancer tout seul. Mais moi, je suis convaincu qu'on pourra y arriver. Il faut juste amorcer les choses, et une fois qu'on amorce et qu'on a envie d'y aller, ça suit tout seul. Oui, manger bio, c'est vraiment un ensemble de sujets, hein, vraiment de la graine, comme on dit, de la graine à la fourchette, parce qu'on travaille sur les contenants aussi. Pourquoi avoir des contenants jetables, etc. Donc, appréhender le bio, c'est pas que je mange une carotte bio, c'est vraiment tout appréhender de la graine. C'est pour ça qu'on collabore avec le CRBA qui fait un travail exemplaire. Combien de producteurs vous avez identifiés, vous, sur votre plateforme ? On en a 280. Après, certains sont plus ou moins actifs. Après, il y a toujours des problèmes de logistique. On parlait du piment de Bresse, là. À Bourg-en-Bresse, on cherchait justement, parce qu'il n'y avait pas assez de production de piment de Bresse dans le coin. Enfin, c'est un bel exemple, le piment de Bresse aussi. Oui, parce qu'on oublie aussi les problèmes climatiques par-dessus le marché. Donc on peut très bien collaborer avec un producteur, et malheureusement, il s'est pris la grêle, la sécheresse, il s'est tout pris, donc il faut en trouver un autre. Donc il y a tout ça à prendre en considération.
Il y a combien de temps que vous avez lancé votre plateforme? On a commencé en juillet 2017, si je me souviens bien. Après, je suis retourné travailler dans le privé pour faire un peu de saut, parce que notre modèle économique, il est sympa, mais il n'est pas évident non plus. Non. Mais on a toujours un peu l'espoir, donc si on a l'espoir, on a la vie, c'est bien. En tout cas, tu as une vraie vision de ce que peut être l'avenir, donc j'encourage tout le monde à soutenir son initiative. Oui, parce que c'est ouvert aux professionnels, ça peut être ouvert aux particuliers aussi. Alors, la plateforme a une approche B2B2C, c'est-à-dire qu'on part du principe que si un consommateur veut manger durable pour lui-même, il va chercher les restaurants qui font cette démarche-là, qui sont rares, hein. Vous l'avez noté, le nombre d'étoiles vertes, 82. Donc on a de la marge pour bosser. Et donc, oui, c'est ouvert pour les deux. On se dit, de toute manière, on essaye d'optimiser, parce qu'on n'a pas parlé de la logistique, mais par exemple, le chef Tédois a mis en place un POPS, ce qu'on appelle un point paysan solidaire. On part du principe que si un producteur amène 100 barquettes de framboises, il peut en amener peut-être 20 de plus. Et ces 20 de plus vont servir à quoi? Soit aux personnes qui habitent à côté du restaurant de venir chercher des produits de qualité, puisqu'on a optimisé la logistique, ou alors un client, parce qu'on amène la transparence et la traçabilité, qui aura apprécié la tarte à la framboise pour dire est-ce que je peux l'acheter? Et oui. Donc on amène cette traçabilité complète. Point paysan solidaire. Point paysan solidaire. Pas de commission. Pops. Voilà, donc du coup, nous, on entrepose la marchandise et vous pouvez venir récupérer au restaurant. On fait les épiciers gratuitement pour nos producteurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, monsieur. Alors, c'était plutôt une réaction par rapport à la position de madame, qui faisait état de pénurie de produits bio. Et en même temps, je lis dans la presse qu'il y a des producteurs d'œufs bio qui se sont retrouvés avec des masses d'œufs déclassés en classique parce qu'il n'y avait pas de débouché. Des producteurs de lait bio qui se retrouvent aussi avec du lait déclassé. Un producteur d'ail, je crois, dans la Drôme, qui s'est retrouvé avec 15 tonnes sur les bras. Enfin, la production a besoin de sécurisation aussi, oui. Parce qu'aller en bio, c'est beaucoup d'investissement. C'est plus le sujet de la distribution, hein, si vous me permettez, parce que c'est aussi aux distributeurs de jouer le jeu. Hein, parce que, je parle de filière globale, pas voilà, comme restauration. Il devrait peut-être prendre des marges moins importantes et les prix seraient plus accessibles pour les gens. Parce que, oui. Si on intègre le coût santé, encore une fois, dans l'agriculture, vous verrez que le bio sera moins cher qu'une certaine agriculture. Hein. Non, mais j'en suis convaincu. C'est juste, j'ai pas de solution, mais il y a un vrai besoin de sécurisation des agriculteurs qui font un effort, qui investissent, et il y en a certains qui le payent durement. Justement, chef, on peut parler coût. Cette alimentation durable, elle a un coût. Oui, pour uniquement au restaurant, vous voulez dire? Pour le restaurant. Oui, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai annoncé un chiffre. C'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde. Donc là encore, il faut du temps pour que les restaurateurs soient assez solides pour pouvoir passer eux aussi à ces étapes-là. C'est vrai que j'imagine bien que le restaurant qui fait un menu déjeuner à 14 €, il aura des problèmes à se payer 28 000 € de récupération de déchets par an. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, une question. Allez-y, monsieur. Monsieur Borel. On va vous donner un micro, monsieur. Borel, on va vous donner un micro. Regardez. Merci. La question, c'est pour Jean-François Tedesco. Oui. En fait, dans ce que vous exprimez, donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et là, en fait, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, donc avec les circuits courts, est-ce que pour vous, justement, ça a été un élément d'évolution? Enfin, oui, est-ce que ça vous a facilité quand même la tâche, alors qu'a priori, on dirait, bon, la pandémie, c'est pas ce qu'il y avait de mieux, c'est certain. Alors oui, ça fait prendre conscience aux particuliers que pour se nourrir, c'est bien d'avoir des producteurs à côté de chez soi. Donc ils ont redécouvert des producteurs. On recevait des messages super. J'ai à 800 mètres, je ne savais pas qu'il y a un producteur qui faisait de la viande. Donc on a reçu des messages comme ça. Mais malheureusement, une fois que la pandémie s'est arrêtée, les mauvaises habitudes, je ne sais pas si c'est des mauvaises habitudes, ce sont des habitudes, sont revenues. Et les producteurs se retrouvent un peu avec leur clientèle qu'ils avaient au départ. Donc il y a, on va dire, la pandémie, ça a été... Alors la pandémie, on peut dire que ça fait prendre conscience aussi aux politiques que la résilience, la souveraineté alimentaire, c'est un enjeu non négligeable aujourd'hui. Donc au niveau politique, il y a la prise de conscience là-dessus. Après, au niveau du consommateur, si vous regardez les études de l'INSEE, dans les années 60, la part d'alimentation, c'était 35% du budget. Aujourd'hui, c'est 20%. Alors, on peut trouver que c'est cher, hein, l'alimentation. Mais le problème est quand vous mettez 1 000 € dans un téléphone, et ça ne vous gêne pas de les mettre, et pas rajouter 1 € de plus
Alors, le mien ne fait pas 1 000 €. Moi, j'ai du reconditionné, etc. Mais quand je regarde les prix des iPhones, quand vous n'êtes pas prêt à mettre 1 € de plus pour un aliment santé, parce qu'à la base, il y a la santé, et c'est un choix après. Est-ce que je préfère acheter tous les 3 ans un téléphone que mettre 1 € de plus dans mon alimentation et avoir un impact santé? Comme je vous disais précédemment, comme les coûts connexes ne sont pas intégrés au coût du produit, le moins cher sera toujours en général pas très bon, mais parce qu'aujourd'hui, il y a une distribution du coût et de la valeur qui n'est pas fait correctement. Mais ça, c'est pas évident de changer. Il faut vraiment une prise de conscience du consommateur pour dire peut-être pas besoin de ce téléphone, mais il vaut mieux que je consomme un peu mieux et je peux acheter en direct. En achetant en direct, c'est pas si cher que ça, hein, parce qu'on évite les intermédiaires et on a un modèle économique qui évite les commissions. Voilà. Merci beaucoup. Il va être temps de conclure. Chef, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, que justement, c'est pour ça qu'il faut beaucoup surveiller ces équipes pour qu'on utilise le produit au maximum. Parce que c'est vrai que travailler uniquement avec des petits producteurs, ça coûte un petit peu plus cher. Mais d'abord, on offre à nos clients des produits qui ont du goût, des produits qui ont une valeur, on va dire, nutritionnelle plus intéressante. importante. Oui. Voilà. Et puis moi, je dors tranquille parce que j'ai le sentiment de non seulement je les nourris, mais je leur fais du bien en même temps. Ah oui, et on passe de bons moments chez vous, on se fait du bien. Merci à vous, Christian Tête-Doigt, au chef Carlier, d'être venu. Merci, Madame Serre, d'être venue de la Chaise-Dieu, un très bel endroit. Merci beaucoup, Élodie Le Templier. Merci, Jean-François Tedesco, d'avoir été avec nous cet après-midi. Atelier, exposition, animation, show culinaire, rendez-vous le samedi 19 novembre à l'Hôtel de la Métropole à Lyon-Part-Dieu pour la 2e édition de l'événement Good. Info et inscription sur good-l'événement.fr. Good veut dire bien.